Bonjour Claude Abeille, bonjour Lydia Arambourg. Merci d'être venue à Canal Académie. Vous êtes venue nous présenter une exposition au musée Marmottan à Paris dans le 16e arrondissement du 28 mai au 28 septembre 2008. 5 artistes, exactement 3 sculpteurs, un peintre et un graveur qui sont réunis par une maison d'édition chinoise puisque ces 5 artistes ont une monographie éditée dans cette maison. Et réunis évidemment par l'Académie des Beaux-Arts puisque ces 5 artistes sont membres de l'Académie des Beaux-Arts. Notamment vous, Claude Abeille, merci d'être ici. Vous êtes sculpteur, on vous connaît puisque nous avons déjà fait une émission ensemble dans votre atelier de sculpture, ainsi que votre confrère Antoine Poncet. Également présent dans cette exposition, les œuvres, les peintures de Shu Tei-chun, les sculptures d'Albert Ferraud et enfin les gravures de Jean-Marie Granier. Alors Lydia Arambourg, vous êtes historienne de l'art, correspondant de l'Académie des Beaux-Arts et vous avez permis que cette exposition ait lieu, notamment dans l'organisation. Vous avez écrit ces textes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que 5 artistes récents ou vivants peuvent cohabiter dans un musée Marmottan, dans la maison de Monet en quelque sorte, puisque le musée Marmottan, c'est d'abord le musée de l'impressionnisme. Alors je pense qu'il faut commencer par dire aussi que ça a été la volonté du récent directeur du musée Marmottan, Monsieur Jacques Tadei, qui est également académicien. Compositeur. Oui, bien sûr, dans la section de composition musicale, donc à l'Académie des Beaux-Arts. Et Jacques Tadei vient d'être élu directeur du musée de Marmottan, succédant à Jean-Marie Granier. Et Jacques Tadei a eu connaissance de ces livres qui étaient restés assez, pas secrets, mais dont on parlait très peu. Et une édition assez exceptionnelle, une édition monographique pour donc ces 5 artistes académiciens. Et Jacques Tadei a vraiment eu plus qu'une idée, c'était une volonté parce que il fallait pour la première fois montrer les œuvres d'artistes donc vivants, contemporains, d'où le titre Premier été contemporain à Marmottan. Donc des œuvres qui allaient prendre possession des cimaises d'un musée qui est un musée montrant des collections du 19e, mais enfin disons surtout de l'époque directoire, consulat et empire. Le musée Marmottan qui est aussi un écrin pour l'art impressionniste, avec donc les œuvres de Monet et tous ses camarades. Il y a aussi une section importante qui est réservée à l'enluminure grâce à la donation de Monsieur Daniel Wildenstein. Donc Marmottan, c'est l'Institut, c'est l'Académie des Beaux-Arts. Et voilà que ce musée s'ouvre, au fond, j'ai envie de dire presque naturellement, à des artistes qui sont dans cette grande tradition de l'art, que ce soit la peinture, la sculpture, la gravure, et qui ont tous un langage très spécifique. Et donc, je crois que c'était une volonté vraiment de les accueillir dans ce musée dont Jacques Tadei a maintenant la responsabilité. Et quelle correspondance est-ce que vous voyez entre ce musée, ce qu'accueille habituellement ce musée, et puis cette exposition temporaire? Eh bien, pour moi, il y avait une évidence. Je crois que je n'ai pas été la seule à la pressentir. C'est que c'était sous le vocable de la lumière. L'impressionnisme, c'est la lumière, c'est l'espace, et tous ces artistes, que ce soit donc peintres, sculpteurs, graveurs, sont aussi dans une quête lumineuse. La gravure, c'est la quête de la lumière à partir du noir et blanc. La sculpture, c'est aussi une quête de la lumière par des volumes qui travaillent dans l'espace, par une succession de plans. Donc il y a une circulation lumineuse là aussi qui fonctionne.
Et la peinture également. La peinture, elle travaille aussi dans la matière et dans la couleur. Spécialement celle de Shu Te-chun. Et spécialement celle de Shu Te-chun. Donc là, il y avait vraiment des œuvres qui prenaient le relais à celles qui sont visibles justement au rez-de-chaussée et dans les salles du musée Marmottan. Donc les 5 artistes occupent tout le premier étage, qui est un étage généralement réservé justement aux expositions temporaires. Et ils se sont répartis, j'ai envie de dire, nous avons tous travaillé. Antoine Poncet, Claude Abeille, Shu Te-chun également, et puis le fils de Jean-Marie Granier, Pierre Granier. Nous avons tous travaillé à ce qu'il y ait vraiment, et j'oublie aussi les enfants d'Albert Ferraud, on a tous travaillé vraiment avec un émerveillement qui nous gagnait au fur et à mesure que les œuvres s'installaient, et elles ont pris naturellement leur place et elles ont dialogué aussi naturellement entre elles. Vous avez fait aussi en sorte que il y ait quand même des coins réservés, des espaces réservés pour chaque artiste, et pourtant il y a des correspondances entre ce qui est accroché au mur, donc soit de la gravure, soit de la peinture, et puis ces sculptures. Il y a un mélange comme ça. Je crois qu'il y a eu peut-être des attirances naturelles, des affinités, on peut dire. Claude Abeille va pouvoir parler de la salle qu'il occupe avec les œuvres de Shu Te-chun, et c'est vrai que ils se sont, je crois, naturellement, ils sont allés l'un vers l'autre. Antoine Poncet, lui, dialogue avec Jean-Marie Granier, et puis Albert Ferraud, alors auquel c'est un hommage d'ailleurs qui est rendu, puisque ce superbe et grand sculpteur qui est vraiment un des pionniers de l'inox, de l'acier inoxydable, nous a quittés en janvier dernier, et c'était là vraiment une occasion aussi de lui rendre hommage, et je trouvais également très émouvant que cet hommage soit fait par ses confrères, par l'Académie des Beaux-Arts. Donc Albert Ferraud occupe une salle, un grand salon à lui tout seul, mais il y a également des petites rotondes qui s'articulent et qui viennent faire le lien entre les salons et les grandes salles, et là elles ont été occupées et prises par certains artistes. Claude Abeille occupe une petite rotonde polychrome, et alors ça joue merveilleusement avec ces sculptures récentes en résine qui sont polychromées, colorées. Donc là, il y a un jeu musical aussi extrêmement pertinent et sensible. Antoine Poncet occupe également une autre petite rotonde octogonale où là, il a mis 2 sculptures avec des dessins et des découpages, des collages. Ça fait comme des stances, si vous voulez, d'un grand poème qui est le poème de la lumière, de l'espace, de la matière aussi, puisque chacun travaille dans une matière spécifique. Claude Abeille, comment est-ce que vous voyez, vous, ces correspondances, déjà avec l'œuvre impressionniste de Claude Monet, et entre vous qui partagez cette pièce avec Shu Te-chun? Oui, évidemment, c'est la lumière. C'est vrai que c'est un peu ce qui nous réunit, parce que il est certain que quand on voit chaque œuvre se développer, celle de Ferraud, celle de Poncet, la mienne, ce sont des œuvres qui finalement sont quand même assez différentes. Les matériaux sont différents. Je dois dire que ça a été un certain étonnement quand on a organisé ça. On n'a pas eu vraiment de plan très concerté, mais on s'est dit, bon, là, ce serait pas mal pour Poncet. Là, moi, je pourrais très bien aller avec Shu Te-chun, etc. Donc, on a fait ça un peu comme ça, sans trop y penser. Et puis, quand ça a commencé à s'organiser, parce que on a mis les œuvres en place, on s'est aperçu qu'il y avait une certaine harmonie, que malgré toutes ces différences, et que donc il y avait quelque chose qui nous rassemblait. Et effectivement, c'est la lumière, en tout cas pour la sculpture. Mais la sculpture, c'est la façon dont on prend la lumière, on l'accepte, on la fait jouer. C'est ça la sculpture. Et la peinture, c'est comment le peintre la fait naître par couleur et valeur et par dessin. Donc c'est ce qui nous réunit en fait, parce qu'autrement nous sommes dans des esthétiques très très différentes. J'ai pas grand rapport par exemple avec Ferraud, c'est sûr, mais finalement à une certaine hauteur de vue, les choses fraternisent. Et c'est ça nous a un peu étonnés, et en tout cas remplis de joie et de plaisir. Et je dois dire que tous les échos que nous en avons fait que c'est un peu ce que tout le monde pense. Alors comment est-ce que vous voyez, vous, vos œuvres à vous, correspondre avec les peintures de Shu Te-chun ?
Et comment est-ce que vous les voyez déjà, les peintures de Shu Tei-chun? Commençons peut-être par là. Ça c'est, voilà, Shu Tei-chun, il est chinois, n'est-ce pas? Et il se trouve que moi, j'ai travaillé un peu les caractères chinois avec un Coréen, d'ailleurs, qui était en France, qui était un homme charmant. Donc, j'ai fait un petit peu de calligraphie et j'ai fait des dessins, je dirais, dans le style chinois, si on peut dire. Et l'art de Shu Tei-chun est à la fois chinois. On peut voir là d'une influence dans l'époque Song, des grands lavis, des grands peintres chinois, et en même temps il y a une idée européenne, c'est-à-dire que moi j'avais l'impression de me trouver en face d'un Delacroix devenu chinois. C'est un peu osé comme image, mais le même travail sur les couleurs, effectivement. Voilà. Ouais. Et alors, il se trouve que sur la vivacité des couleurs. C'est ça. Et moi, ma sculpture est une sculpture souvent longiligne, un peu comme un trait. Moi, je me souviens avoir passé un mois à apprendre comment on fait un trait avec il s'appelait Hong No-li. Il m'a appris à faire un trait et j'ai mis un mois avant de comprendre qu'un trait, ça a un début, ça a un développement et ça a une fin. Bon, et ça, c'est pas très occidental. C'est vraiment chinois. Et quand on voit la peinture de Shu Tei-chun, ce sont essentiellement des traits qui se recoupent, qui se mélangent, qui s'opposent avec en plus la couleur. Et c'est pas très loin finalement du dessin de Delacroix ou du dessin par exemple de Rembrandt où la largeur du trait est très importante, alors que par exemple les dessins d'Ingres qui sont très remarquables mais qui sont souvent avec un trait filiforme. Ingres, c'est la forme qui compte, tandis que Delacroix, la forme compte, c'est vrai, mais c'est surtout l'entourage et la valeur du trait. Et ça, c'est très chinois. Tous les lavis chinois, au fond, n'enferment pas tellement une forme dans un trait. Il y a une forme, c'est vrai, mais le trait extérieur est lui-même très travaillé. Il a une valeur tout à fait particulière. Donc je crois qu'à un certain niveau, je pense que je suis pas très loin de Shu Tei-chun. Mais bien sûr, il est peintre et très grand peintre. Et moi, ce sont des bronzes que je montre ainsi que des résines. Lydia Arambourg, comment est-ce que vous voyez cette salle où donc on voit ces peintures de Shu Tei-chun qui sont une explosion de lumière et de couleurs vives et l'humanité tellement prégnante, ce regard doux, interrogatif de Claude Abeille sur l'homme, sur ses absences? Alors moi, ce que je voudrais dire, c'est sur peut-être une certaine parenté, c'est que la peinture de Shu Tei-chun, donc Claude Abeille faisait allusion bien sûr à ce paysage chinois, au paysage Song ou Tang, mais c'est vrai que dans la peinture chinoise, il n'y a pas de ligne d'horizon puisqu'il n'y a pas de perspective linéaire, donc on est dans un espace complètement dilaté et ouvert. Et ça c'est quelque chose que Shu Tei-chun a gardé. Simplement, il était très très marqué et il a été très influencé par Cézanne et par Nicolas de Staël. Et quand il arrive en France en 1955, il se trouve qu'il y a une grande rétrospective Cézanne et que de Staël décède. Donc, ces deux grands maîtres sont immédiatement accessibles par des peintures qu'il découvre. Et donc, il va y avoir chez lui deux grands bouleversements qu'il va pouvoir mettre en application dans sa peinture. C'est l'espace-lumière chez Cézanne et la synthèse plastique chez de Staël. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, la peinture de Shu Tei-chun, c'est une expression du visible par l'invisible. Et chez Claude, donc sa grande thématique, c'est quand même Claude va me dire si je fais une interprétation un peu trop romantique, mais ces personnages qui disparaissent sous ces plis, sous ces enveloppes, sous ces manteaux, c'est vrai que là aussi, il y a une relation à l'invisible qui passe quand même par une visibilité qui est quand même corporelle, parce que ce corps, on le sent parfaitement par justement ce travail démodelé, par ce travail des volumes, ces plis qui sont extrêmement présents, vivants, qui sont extrêmement suggestifs, nous disent quand
quand même que le corps est là. Et donc c'est ce dialogue entre, à partir du visible, nous accédons à l'invisible qui peut passer par le visible. Et finalement, il y a cet aspect aussi lyrique, je trouve, chez l'un comme chez l'autre, qui fonctionne bien. Et puis encore une fois, cette lumière que nous évoquions au début de notre entretien, parce que la lumière, elle circule et elle donne vie à une sculpture, elle la modèle, elle la change, et là justement il y a un très très bel éclairage qui travaille sur les bronzes de Claude Abeille, et la lumière, elle est naturellement dans la peinture de Shu Tei-chun, qui présente notamment une immense peinture de 6 mètres sur 3 mètres, et là c'est l'occasion dans cette grande salle de montrer une grande peinture de Shu Tei-chun qui peut rarement montrer ce type de format dans une galerie, on va dire, à peu près traditionnelle. Donc, ce tableau de Shu Tei-chun est montré pour la première fois en France, avec d'autres tableaux qui sont aussi de format assez conséquent. Donc voilà un dialogue qui fonctionne avec des langages parallèles, différents, mais parallèles, et puis aussi des matériaux différents, parce que d'une part c'est la peinture à l'huile, et puis avec Claude Abeille c'est le bronze. Donc tout ça donne des forces et des présences qui se tiennent et qui s'affrontent, mais dans une harmonie totale. Alors, autre salle des correspondances dans cette exposition au musée Marmottan, c'est une salle où sont exposés côte à côte, face à face, ou l'un à côté de l'autre, Jean-Marie Granier, ses gravures, et les sculptures d'Antoine Poncet. Donc Granier qui arrive à des compositions dont on sent la profondeur de champ, et c'est là où on voit bien tout d'un coup apparaît du coup cette correspondance entre la gravure et la forme sculpturale aussi, où Poncet travaille beaucoup sur la profondeur et sur le creux. Oui, là, ce qui me frappe peut-être, et ce que j'ai envie de dire tout de suite pour cette salle où il y a les sculptures d'Antoine Poncet et les gravures de Jean-Marie Granier, c'est la rigueur, le burin, puisque Jean-Marie Granier est buriniste, donc c'est extrêmement la exigeant. Technique la plus exigeante en gravure, et pour la taille douce, c'est vraiment l'aristocratie vraiment de la gravure. Donc c'est un tout petit outil, il y a aucun dérapage possible, aucune reprise. Il faut que le trait soit sûr et net et précis immédiatement. Donc ça demande une sûreté de main au niveau de la pensée, entre la relation pensée-main. Il y a quelque chose là d'assez stupéfiant. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est la taille douce ? La taille douce, c'est la gravure qui est en creux sur une plaque de métal. Voilà, et qui nécessite après l'ancrage. Ce burin permet à Jean-Marie Granier d'exprimer un monde qui lui est très personnel, que je ne peux pas décrire parce que ça ne se décrit pas. C'est un monde éminemment poétique, très onirique, très personnel, où il passe énormément de choses, et chacun, je pense, avec son imaginaire, avec sa sensibilité, peut y voir quantité de choses. Mais il y a une grande rigueur, une exigence bien sûr par le métier, mais exigence aussi, je pense, au niveau de son monde à lui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de concession à quelque chose de décoratif, quelque chose de joli. Vous voyez, le mot joli employé à ce moment-là dans un sens plutôt péjoratif. Ça ne peut pas être joli. C'est vraiment quelque chose de vrai. C'est la vérité de la gravure, la vérité de son monde. Et est-ce que c'est pas cette radicalité qu'il partage aussi avec Poncet ? Alors, Antoine Poncet, c'est le marbre. Et là aussi, le marbre, c'est un métier qui demande énormément de rigueur, un métier longuement assimilé, longuement acquis. Et donc, il y a entre les deux une pureté de ligne, j'ai envie de dire. Et chez Poncet, cette pureté de volume, les profils, les arrondis, les courbes, les volutes aussi. Alors, on retrouve effectivement ces mêmes lignes, à la fois soit inclinées, soit flexibles, soit au contraire plus rectilignes, dans la gravure de Granier et dans la sculpture de Poncet. Et là, je trouve qu'il y a cet équilibre, justement, et cette quête aussi d'une grande harmonie entre les deux. Claude Abeille. Oui, il y a un grand lyrisme de Poncet, ainsi que Granier, mais c'est un lyrisme qui est, je dirais, très rigoureux. C'est ça. Et moi, je dirais que c'est proche de la poésie. Enfin, là, on est dans la poésie.
poésie. La sculpture de Granier, moi je vois ça un peu avec deux... c'est comme un poète qui a décidé d'une forme fixe ou de quelques formes fixes, parce que très souvent on retrouve chez Poncet une forme un peu ovoïde avec un trou à l'intérieur, et dans ce cas-là c'est une sorte de poésie très très intérieure, justement parce que l'œil se trouve pris par la masse, et elle pénètre par ce trou qui est comme je dirais le centre d'un cyclone, qui est très calme puisqu'il ne se passe rien là, mais tout autour ça tourne, et l'œil est pris par ça. Et alors quand c'est du marbre, il joue avec un grand bonheur des veines du marbre. Quand c'est un bronze poli, à ce moment-là, ce sont les reflets de tout ce qui est à l'extérieur qui se mettent à tourbillonner. Et il y a aussi, comme Lydia le disait, il y a aussi un lyrisme extérieur où les formes tentent d'échapper et de rentrer, ou plutôt de se développer dans l'espace, comme des grandes feuilles d'arbres ou des choses comme ça. Mais là aussi, c'est extrêmement rigoureux, quoi. Et donc on est là, franchement, dans la poésie. C'est un très grand sculpteur, et aussi Granier. Lui, alors, ce sont des grandes surfaces planes, travaillées, mais qui suscitent non pas un univers, une profondeur extérieure, mais une profondeur intérieure. Mais on est justement toujours dans cette surprise-là. Moi, j'étais étonnée chez Granier de voir ces gravures qui induisent tellement la lumière, qui induisent tellement une profondeur et différents champs de vision. J'avais rarement vu ça. Et ce qu'il y a de curieux, c'est que par rapport à Ferraud, c'est un peu le contraire, parce que Ferraud, c'est un lyrisme un peu échevelé. Il utilise l'acier inox qu'il martèle, qui frappe, qu'il tord, etc. Donc c'est le contraire de Poncet. Et pourtant, il y a aussi ce grand lyrisme qui est calculé, qui n'est pas dû au hasard, mais qui est peut-être plus fantaisiste, qui accueille plus volontiers les hasards, les défauts du matériau ou les détails du matériau dont il se sert, mais qui rentre dans son jeu. Lydia Rambourg, comment vous voyez ces sculptures épiques d'Albert Ferraud? Épique, lyrique, baroque, enfin, je crois qu'elles sont aussi à l'image de l'homme, du personnage qui était Albert Ferraud, que j'ai quand même assez bien connu, et qui était un homme avec un bonheur de vivre, une appétence de vie, de création. Donc il y avait ce côté extrêmement jovial, débordant, mais elles sont très généreuses, ces sculptures. C'est vrai qu'elles sont très très généreuses. Alors ces morceaux d'inox qui sont découpé, martelé, plié, tordu, c'est échevelé, on sent que voilà, ça donne énormément de sève et de joie de vivre. Ça donne une idée parfois un petit peu d'introversion ou de torsion, ou de nœuds parfois. Oui, il y a des nœuds, bien sûr, il y a des flexions, il y a des oppositions, des tensions, des parties même qui refusent et qui sont volontairement domptées. Ce sont des sculptures qui vont toujours vers l'extérieur, qui sont appelées vraiment, là aussi, à la lumière. Elles tendent vraiment à la verticalité, même quand elles sont plus tassées. Alors, les sculptures qui sont à Marmottan, forcément, on ne pouvait pas mettre des sculptures trop gigantesques. Je les ai choisies avec Henriette Ferraud et ses filles et son gendre. Et c'est vrai que les sculptures étaient dans l'atelier d'Albert Ferraud, dans la poussière. Alors, nous les avons sorties. L'inox, c'est pas fragile du tout, donc elles ont été nettoyées tout simplement au jet d'eau et elles ont retrouvé leur brillance, leur rutilance, leur beauté première, leur
peau primitive. Et cet aspect argent qui brille justement dans la lumière naturelle, mais aussi la lumière des spots, puisqu'on les a éclairés avec des spots à Marmottan, leur donne une vie. Et ce qui était très émouvant, c'était de les voir vivre. Et c'est vrai que pour les siens, pour Henriette Ferraud, c'était très très émouvant de voir ces sculptures qui vivaient à nouveau, parce que la sculpture est éminemment vivante, tout simplement parce que c'est un matériau qu'on peut toucher. Alors les marbres, les bronzes aussi peuvent se caresser, mais la sculpture d'Albert Ferraud, cet inox, il appelle effectivement aussi les caresses. Alors quel contraste entre cette vivacité et la douceur. On sent le temps qui passe sur les sculpteurs de Claude Abeille et d'Antoine Poncet. On sent c'est une lenteur. Ça dialogue avec le temps, bien sûr, mais je crois que toute œuvre d'art dialogue avec le temps, et c'est pour ça qu'elles s'installent et qu'elles prennent leur place naturellement parmi nous. C'est nous qui passons, mais elles sont là pour l'éternité. Ce que je voulais aussi peut-être ajouter, c'est que il y a ce côté en sculpture, celle de Claude Abeille, celle d'Antoine Poncet et celle d'Albert Ferraud. Ce sont trois langages de sculpteurs qui font appel aussi à ou qui déclenchent plus ou moins des similitudes avec l'organique, avec le minéral, avec le floral. Et ça, chez Ferraud, ça fonctionne aussi assez bien, parce que ce sont aussi des corolles, ce sont des grandes fleurs. Chez Poncet aussi, il y a ces évocations de fleurs, de formes féminines aussi. Donc ça joue beaucoup sur l'imaginaire. Et cet imaginaire, Claude Abeille le partage également. Même si c'est peut-être plus figuré, mais il faut être toujours très prudent avec le vocabulaire, parce que figuré, abstrait, tout ça, c'est des mots faciles, mais il y a beaucoup plus derrière. Et c'est cette sensibilité que chaque œuvre dégage et qui nous appelle, qui attend que nous aussi nous réagissions vis-à-vis d'elle. Et donc il y a ce grand bonheur qui, je crois, a été celui partagé avec le public au moment du vernissage, parce que vraiment c'était, je crois, un très très grand moment d'émotion de voir cinq œuvres, volontairement je dis 5 œuvres, 5 artistes ayant tant de différences dans une permanence et dans une quête constante d'harmonie, de vérité et de beauté. Oui, c'est saisissant de se promener dans ces grands espaces où on vit des choses tellement différentes pièce après pièce. Claude Abeille, comment est-ce que vous vivez, vous, ces contrastes ? Non, moi je les vis très 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 bien, parce que la peinture et la sculpture, ce sont des apparences. Pour finir, la sculpture de Ferraud, on peut dire, ce sont des morceaux d'acier inox, c'est tout. On peut dire ça. Et moi, le bronze, c'est du cuivre avec un peu d'étain, voilà. Donc on peut dire ça. Mais et c'est certain que la sculpture, ce sont des apparences qui entraînent la pensée vers autre chose. Je crois que ce qui nous réunit, c'est peut-être la poésie, quoi. C'est-à-dire ce qui est derrière les mots, mais avec une attention portée aux mots. C'est pas n'importe quel mot. Donc les volumes que nous faisons, c'est pas n'importe quel volume. Et en soi, ils existent. Ils sont calculés en soi pour agir par les plans, par les je dirais les aplombs, enfin par tout le langage de la sculpture. Mais derrière ça, il y a un appel à autre chose, et c'est cet appel qui retrouve retrouve le spectateur. C'est parce que autrement le langage de la sculpture n'est pas forcément compris par les gens qui passent, mais c'est cet appel qui est le plus important et qui est perçu. Et je crois que là, effectivement, au vernissage, j'ai eu vraiment j'ai eu beaucoup de compliments, et ça m'a étonné, parce qu'en général c'est souvent c'est une fête, si vous voulez, mais enfin ça s'arrête là. Mais là, c'était plus que ça. C'était oui, beaucoup plus. Et ce qui était très émouvant, si je peux me permettre d'ajouter, c'est qu'il y avait énormément d'artistes amis et qui étaient venus, parce que c'est vrai que c'est aussi une grande famille, et surtout chez les sculpteurs, c'est une vraie grande famille.
Et donc, il y avait énormément d'artistes qui sont venus et qui étaient éblouis, émerveillés et pas spécialement surpris de se trouver dans ce lieu quand même éminemment muséal, il faut le reconnaître, parce que c'est vrai que c'est encore une fois un musée qui est celui de l'impressionnisme dans un cadre très classique, puisque c'est un musée consacré à l'Empire, avec un mobilier empire, beaucoup de tableaux aussi et d'objets d'art de l'époque du début du 19e, et puis avec ce développement de l'art impressionniste. Et donc, le public n'était pas du tout surpris de voir cette cohabitation naturelle. Oui, moi j'étais surpris, mais pas le. Mais le public n'était pas. Était heureux, c'est vrai. Et alors, pour arriver au premier étage, il y a un escalier, bien sûr, qui amène au palier, sur lequel a été installée une grande sculpture d'Albert Ferraud, mais sur le palier aussi, on voit une sculpture de Claude Abeille, une sculpture d'Antoine Poncet, une gravure de Jean-Marie Granier. Et alors, dans la montée d'escalier, Jacques Tadei a accroché 2 grandes nymphéas. Eh bien, je dois dire que 2 grandes nymphéas, et ensuite on arrive, donc le mur continu, c'est le mur du palier sur lequel on arrive. Grande peinture de Shu Te-chun. Là, je crois que la démonstration est faite. Nous sommes effectivement dans l'aboutissement et dans les recherches conduites par un homme du XXe siècle, mais ça trouve ses fondements et ses origines sans doute dans les nymphéas de Claude Monet, dans la lumière, dans cet éblouissement de la couleur et dans une suggestion de la nature, mais qui n'est pas spécialement représentée d'une façon très très précise. Oui, on sent que les inconscients correspondent quelque part. Oui. Donc voilà. Merci beaucoup et bravo pour cette exposition, Claude Abeille, Lydia Rambourg. Merci. Merci beaucoup pour cette émission. Je rappelle aux éditeurs, aux internautes, que cette exposition est ouverte du 28 mai au 28 septembre 2008, qu'elle a lieu au musée Marmottan de rue Louis. On dit comment ? Boilly, oui. Louis Boilly, dans le 16e arrondissement de Paris. Voilà, vous trouverez toutes les références sur notre site internet www.canalacademy.com. Vous trouverez également d'autres émissions que nous avons enregistrées avec Lydia Rambourg et avec Claude Abeille. Merci et bonne journée.